Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilardon. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Bonjour à tous, pour ce premier podcast de Plume de Doctorant, nous recevons Julie Legac, maître de conférences en histoire contemporaine à Paris-Nanterre, et Nicolas Patin, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Bord-de-Montaigne. Et aujourd'hui, nous évoquerons un ouvrage rédigé à quatre mains, qui est paru cet automne chez Armand Collin, intitulé « Guerre mondiale, le désastre et le deuil, 1914-1945 ». Un livre dont il faut souligner l'extrême richesse, la pertinence des mises en relation entre Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, et évidemment sa fluidité de lecture. C'est un outil essentiel pour se mettre à jour ou se remettre à jour sur l'historiographie récente des guerres mondiales. Et je vais donc commencer par une première question. Pourquoi un nouveau livre sur une période qui, comme vous soulignez en introduction, est déjà très couverte par l'historiographie depuis plusieurs années? Bonjour Guillaume, bonjour Charlotte. Merci beaucoup pour cette invitation. Nous sommes très heureux de vous présenter cet ouvrage effectivement que nous avons écrit à quatre mains et auquel nous avons consacré beaucoup de temps et qui nous a aussi beaucoup ça nous a aussi beaucoup amusé de l'écrire. Je reprends mes pensées progressivement. Voilà, pourquoi un nouvel ouvrage? Il nous est apparu, d'une part, nos premiers objectifs, c'était effectivement de faire le point. Il y a beaucoup de choses, effectivement, vous l'avez dit, qui ont été écrites. Et il nous semblait important de réfléchir aux apports de ces différentes publications qui sont en langue française, en langue anglaise ou en langue allemande. D'essayer de faire un petit peu une synthèse et de faire à la fois un bilan et de mettre en perspective ces nouveaux écrits. Et puis l'autre point sur lequel Nicolas peut-être ajoutera des choses, il s'agissait effectivement, vous l'avez dit, de mettre en perspective ces deux conflits mondiaux, ces deux guerres, d'essayer, il ne s'agit pas du tout d'un ouvrage de comparaison, mais de réfléchir un petit peu aux résonances entre les deux conflits. Et comme dit Julie, en fait, il y avait donc. Pour être clair sur la structure de l'ouvrage, moi Julie a rédigé la partie sur la Seconde Guerre mondiale et moi j'ai rédigé la partie sur la Première Guerre mondiale, même si évidemment on s'est relu et qu'on a réécrit par la suite un certain nombre de passages pour vraiment entrecroiser les visions. Sur la Seconde Guerre mondiale, il y a un flot ininterrompu de publications en permanence, donc en fait il y a une nécessité de remettre à jour en permanence. Et sur la première, sur la Grande Guerre, tout simplement, il y a eu le centenaire. Et sur le centenaire 14-18, il y a eu 2300 livres qui ont été publiés entre 2012 et 2018 en France. 2300. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une vague énorme qui a renouvelé un certain nombre de thématiques relativement... Alors, tout n'a pas été... Il y a des ouvrages grand public, etc., mais tout n'a pas été des révolutions dans la recherche, mais malgré tout, il y avait une nécessité de prendre en compte cette espèce de séisme éditorial. Et je terminerai en disant que, sans donner trop de détails, Julie et moi, on a à peu près le même âge, et donc on a passé l'agrégation dans les mêmes eaux, c'est-à-dire à l'époque où en histoire contemporaine, la thématique était guerre, paix, société, 1911-1946. Et en fait, à cette époque-là, il y avait eu énormément de réflexions comparatives entre les deux conflits. Il y avait eu énormément une biblio très fournie dans historiens et géographes, et un peu bêtement, moi je m'étais dit ces recherches-là vont continuer. Et en fait, alors ça met un petit coup de vieux, mais on est 17 ans plus tard. Et 17 ans plus tard, sortis des livres qu'on a essayé de lister en maximum dans la bibliographie, il y avait aussi une sorte de prolongement à donner à toutes ces réflexions en fonction de la bibliographie. Donc voilà, pour le dire beaucoup plus simplement, c'est une synthèse qui avait pour but de remettre à jour les connaissances au profit du grand public, quoi. Voilà, donc que ce soit pour la Première Guerre ou la Seconde. D'accord. J'ai l'impression que vous essayez aussi d'aborder tous les espaces géographiques. J'ai appris plein de choses que je connaissais pas. Il y a un petit passage sur l'Amérique du Sud, par exemple.
Et du coup, vous inscrivez dans une histoire globale? Alors peut-être je réponds et puis ensuite Julie pourra parler du gros travail qu'elle a fait côté Seconde Guerre mondiale pour rendre tout ça très pacifique au sens géographique du terme, c'est vraiment regarder vers l'Asie. Il y a plusieurs choses. Il y a le choix de la méthode et il y a le choix du récit. Sur la méthode, on le revendique en 4e de couverture, on dit voilà, on va faire une histoire globale, etc. Alors, on va pas refaire une épistémologie, tout ce qu'il y a à dire, mais l'histoire globale, elle s'est développée ces 20 dernières années, 30 dernières années. En France, elle a tendance à plus souvent s'appeler histoire mondiale. Mais en fait, c'est de l'histoire globale, donc c'est voilà cette histoire qui passe par-dessus les cadres nationaux pour s'intéresser aux connectivités, aux médiateurs culturels, à tout ce qui circule, etc. L'histoire mondiale, c'est plus que ça s'écrit à l'échelle du monde. Bon, bref, nous, on va pas se leurrer avec moi qui lis l'anglais et l'allemand, Julie qui lit l'anglais, l'allemand, l'italien. On n'est pas en mesure de faire une réelle histoire globale en russe, en pashtun, dans toutes les langues possibles, etc. Donc, c'était une tentative, en tout cas, de dire, méthodologiquement, on s'abreuve à l'historiographie la plus large et à des sources les plus variées. Mais ensuite, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une question de méthode, mais il y a une question de récit. Un livre, il s'insère jamais en dehors d'une actualité éditoriale. Or, je parle que pour 14-18. 14-18, quelqu'un qui veut lire des trucs super intéressants sur la France, ou même sur l'échelle européenne, ou même un peu sur l'échelle mondiale, il peut lire François Cochet, il peut lire Nicolas Beaupré, il peut lire plein de choses. Donc là, le but, c'était de se dire, le public français, les étudiants français, quand ils arrivent dans 14-18, ils y arrivent toujours de la même manière. La bataille des frontières, les atrocités allemandes, la bataille de la Marne, les taxis, machin, etc. Et c'est bien, il faut le faire. Mais sauf que ce qu'on essaye d'apporter, c'est de surprendre le lecteur et la lectrice. C'est de se dire, ok, on va commencer. Et moi-même, j'ai été surpris. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, ça commence en Serbie. Alors, vous voyez, du point de vue historiographique, c'est pratique. Vous avez des blockbusters comme ça, donc en allemand qui vous résument toute la guerre à l'Est, qui vous permet de aussi regarder vers les pays de l'Est. Et donc, ça vous permet de commencer votre incipit. Au lieu d'être sur les taxis de la Marne, vous êtes sur le premier soldat tué sur le pont à Belgrade. Voilà, et ça permet un peu de solliciter la lectrice ou le lecteur sur des choses différentes. Donc, on a essayé de faire notre boulot. Beaucoup de choses, c'est pas que du saupoudrage, mais il faudrait une vraie histoire mondiale. On le voit aujourd'hui avec les gros volumes qui paraissent, auxquels d'ailleurs Julie et moi-même avons participé. Histoire mondiale du XXe siècle. Il y a plus de 50 chercheurs et chercheuses. Si vous prenez Europa, notre histoire de Thomas Serrier et Étienne François, c'est 150 chercheurs. On n'a pas les capacités d'écrire une vraie histoire globale si on n'est que deux. Mais voilà, je terminais en disant qu'on a essayé de faire le job et de toujours décentrer le regard. Par exemple, sur l'entre-deux-guerres, au lieu d'avoir l'évocation de Mussolini sur l'attaque de l'Éthiopie, j'ai demandé à mon camarade Guillaume Blanc, qui est spécialiste de l'Éthiopie, de me parler d'Haïlé Sélassié pour qu'il m'explique un peu les choses. À la fin, ça donne 5 lignes, mais c'est juste d'essayer de regarder les choses un peu d'une manière plus large. Donc Julie, toi, je sais, voilà, dans les chapitres de Julie, il y a vraiment ce côté très orienté vers l'Asie, donc c'est une autre paire de manches, mais elle va nous en parler. Oui, effectivement, on est prisonnier de ce que l'on peut lire, et donc surtout lire en langue anglaise, mais il y a énormément de publications en langue anglaise qui concernent l'Asie. Et un des enjeux pour moi, c'était de décentrer le regard sur la Seconde Guerre mondiale, de quitter l'espace, de pas quitter, mais de ne pas se concentrer uniquement sur l'espace européen et d'essayer toujours de pouvoir accorder à l'Asie l'attention qu'elle mérite. De se poser cette question, on sait tous à quel point l'idée d'une guerre mondiale est ancrée d'ailleurs dans le récit français à travers le discours du général de Gaulle, mais de montrer à quel moment il y a cette dimension mondiale du conflit et de partir aussi de point de vue d'autres sociétés. Donc toujours comparer occupation allemande, occupation japonaise, voir quelles sont les conséquences sur les sociétés, d'essayer de s'intéresser à la société chinoise dans la guerre, à l'occupation dans les Indes néerlandaises, pour
proposer un récit alternatif, même si bien sûr il s'agissait pas de proposer un discours sur ces conflits qui sortent complètement des canons communs, mais de sortir des canons classiques et de se limiter à cela. Voilà, c'était alors, est-ce qu'on a renouvelé l'ensemble des problématiques? C'est toujours des questions sur l'histoire globale. Hein. C'est que parfois on applique surtout des problématiques propres au continent européen à d'autres espaces, mais en s'appuyant sur les publications de chercheurs qui maîtrisent linguistiquement ces espaces. J'espère qu'on est parvenu à proposer d'autres angles d'approche, d'autres approches et d'autres problématiques. Je pense que c'est un pari assez réussi. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a ressenti en lisant le livre. Et du coup, je me posais aussi la question, pourquoi ce titre, Le désastre et le deuil? Si vous pouvez revenir dessus. Là, on a brainstormé. En fait, encore une fois, c'est un livre, c'est aussi un produit commercial et il faut qu'il puisse se distinguer. Or, là, vous voyez derrière moi dans la bibliothèque, on le verra beaucoup moins dans le podcast, mais on m'entendra le dire. Il y a énormément de livres alors, le livre de Nicolas Beaupré sur la France entre 14 et 45 s'appelle Les Grandes Guerres. Donc c'est un titre qui est intéressant parce que Grande Guerre, bon voilà, c'est la désignation de 14-18, mais il l'applique à 39-45. Il y a la première Kershaw, il y a évidemment tout ça. Vous avez de Keegan, donc des livres qui s'appellent La Première Guerre mondiale, il y en a des dizaines, et des livres qui comparent les deux conflits. Voilà. Donc en fait, pour être simple, l'éditeur et l'éditrice en l'occurrence avaient un choix, nous on en avait un autre. Guerre mondiale, moi je trouvais que c'était trop vaste, qu'on pouvait mettre d'autant plus dans le contexte actuel, on pouvait calquer dessus la guerre froide, et donc après des heures de brainstorming et de titres dont on vous épargnera la nullité, la grande trouvaille a été faite par Julie, qui s'est dit on va convoquer ce grand dirigeant légèrement porté sur la bouteille, Winston Churchill. Et un sens de la formule indéniable. Et voilà. Et ce discours qui est connu pour, en fait, qui est connu pour c'est d'autres parties de discours qu'on connaît, en fait, cet extrait de Désastre et le deuil. Voilà, donc qui permettait de faire ressortir, cette expression fait ressortir effectivement la dimension dramatique de cette période. Mais il y a effectivement il y a un côté, voilà, à la fois on aime bien la formule, il y a un côté par défaut, on a jonglé avec différentes formules, voir ce qui avait été pris, ce qui correspondait. Voilà. Mais ceci dit, là je plaisantais, c'est vrai que si vous regardez ce qui est à votre disposition, vous avez Hobsbawm, avec, donc dans l'âge des ténèbres, vous avez l'ère des catastrophes. Mais une catastrophe, ça n'a pas de responsable. Donc moi, on en parlait un peu dans l'intro, j'aime pas ce titre parce que la catastrophe tombe du ciel. En 14, les gens ont des responsabilités. Vous avez l'Europe en enfer, vous avez Motherwell, le continent des ténèbres. Donc on voit que c'est pas une histoire très très gaie, hein, ça on s'en était douté. Mais nous on se disait mais qu'est-ce qu'on peut trouver en fait? Parce que vous avez aussi des termes beaucoup plus qui vous engagent beaucoup plus intellectuellement. Enzo Traverso, la guerre civile européenne. Donc beaucoup plus politique, et nous on n'est pas en mesure de livrer une histoire politique, etc. Et c'est vrai que en post-rationalisant, une fois qu'il y a eu la trouvaille de Julie, le désastre et le deuil, c'est intéressant parce que notamment avec la notion du deuil, ça montre qu'il y a un long terme de tout ça, et donc c'est une des problématiques de l'ouvrage. Pourquoi est-ce que 14-18 porte une ombre aussi puissante sur l'Europe, et pourquoi la sortie de guerre en 45, elle, est complètement différente. Donc c'est vrai que a posteriori, le titre est pas mal, puisqu'il dit « et désastre ». Peut-être je surinterprète, mais pour moi, désastre connote plus de responsabilité que pure catastrophe. Donc on voit effectivement ce qu'a représenté cette série de conflits pour le monde et la suite avec le deuil. D'accord. Oui, avec Guillaume, demain justement, on organise une journée d'études et ça fait tout à fait écho aux questions qu'on se posait sur le titre qu'on allait donner à la journée. Enfin, on se retrouve bien dans ce que vous venez de dire. Et donc du coup, en lien avec cette question, mais je crois que vous avez déjà un peu répondu, quel public vous visiez?
priori un public assez large, un public d'étudiants, un public intéressé par la période qui serait voilà, que disent les éditeurs, un public érudit, public cultivé, mais voilà, c'est à la fois, on espère, un outil qui sera utile pour les étudiants à l'université et un récit qui invite à la réflexion et qui n'est pas juste un manuel. Voilà. C'est ça notre ambition. Proposer des clés de lecture, des clés de réflexion, voilà, que chacun puisse piocher s'il cherche un aspect, mais aussi une lecture globale de ce premier XXe siècle. La collection est ambiguë encore. Hein. C'est une collection restreinte chez Armand Collin, parce que nous on est auteur et autrice, mais on s'insère dans une maison d'édition. Donc Armand Collin est connu pour ses manuels, et en fait cette nouvelle collection, donc Nemosia, est en cours d'installation. Et on peut voir des choses qui tirent plus vers le manuel, comme celui de François Staliano-Desgaret sur l'histoire culturelle de la France au XXe siècle, ou celui d'Éric Bonhomme et Thomas Verclit sur l'Europe au XXe siècle. Et puis des choses beaucoup plus sous la forme d'un essai, type Laurent Wirth, etc. Donc c'est vrai qu'on a un peu jonglé avec ça, et c'est ce que dit Julie. On a essayé les éditeurs en général dans les grandes maisons, ils cherchent l'homme cultivé ou la femme cultivée de la rue, ce qui est un lecteur ou une lectrice difficile à attraper. Nous, ce qu'on a essayé de faire en étant, c'est tout bête dans l'écriture, mais très concret sur les chiffres, sur les données, en fait, qui est vraiment de la nourriture pour que quand on lise, on ressorte pas d'une page sans avoir quelque chose, pour un étudiant de L1, L2, L3, sans avoir quelque chose de concret. Donc typiquement, je donne un exemple parmi d'autres, 14 millions de réfugiés dans 14-18, j'ai mis du temps à retrouver ce chiffre-là, mais je voulais qu'il y ait ça. Je voulais qu'on ressorte avec voilà, des ordres de grandeur vraiment concrets pour que voilà, il y ait ce côté manuel tout en ayant un plaisir de lecture, on l'espère en tout cas. Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient au fur et à mesure des discussions, et puis vous l'avez brièvement évoqué, c'est combien de temps d'élaboration du coup pour ce projet? J'imagine pas mal de temps. On est obligé de répondre à cette question. C'est un projet qui est né avant le Covid, donc il y a eu un grand moment d'interruption pendant le Covid. Du fait des conditions, notamment avec des jeunes enfants. Donc il y a le temps de maturation, de discussion, de réflexion qui a été relativement long, le temps d'écriture un peu plus restreint. Voilà, que on va pas étaler sur une année sur le temps d'écriture, mais il y a eu beaucoup de lectures. C'est difficile de répondre parce que c'est un projet qui, je sais pas quand on a commencé. On a échangé c'était avant le Covid, donc 2018-2019, on commençait à en discuter. Et vous verrez aussi dans l'écriture de votre thèse, voilà, qu'il y a des moments de grande progression dans l'écriture et d'autres moments où on est pris par d'autres choses. Et plus la vie avance, plus on a un certain nombre de projets menés de front, qui fait que c'est difficile de se trouver des fenêtres d'écriture. La deuxième chose, c'est aussi que ça reste un manuel, c'est-à-dire ça s'écrit pas à la même vitesse qu'une thèse. Quand on est dans la recherche pure et dure d'un article pour, j'en sais rien, 20 et 21, etc., la densité de vérification scientifique qu'on attend fait que ça peut prendre des semaines, voire des mois d'écrire un tel article. Sur un manuel, c'est pas tant on peut se permettre d'écrire plus vite. Donc c'est vrai que sur le processus en lui-même, ça a pris un an. Voilà, un an. Mais par contre, le projet était on y a pensé depuis beaucoup plus longtemps, comme disait Julie. Oui, 2019. Oui, d'ailleurs, j'imagine qu'en plus vous avez eu le fait de faire un manuel, justement, ça donne une certaine contrainte éditoriale aussi, qui fait qu'il faut se censurer, je pense, vous pouvez pas tout exploiter en détail. Et d'ailleurs, on le voit, il est vraiment bien équilibré en termes de parties. Vaste question. C'est sûr que moi, j'ai plutôt tendance à pas écrire beaucoup quand c'est de la recherche pure, parce que ça, c'est des questions de personnalité et puis de comment on se situe dans la recherche. Et là, en fait, il y avait des moments sur des chapitres où je me dis, on est vraiment à l'os, c'est-à-dire je n'ai dit que les banalités les plus terribles sur le sujet sur lequel, et il y avait déjà 100 000 signes. Donc c'est vrai que on était plus dans le côté se restreindre que vraiment aller chercher ce qu'on avait à dire, parce qu'on aurait pu en dire beaucoup plus, quoi.
on est toujours à la recherche d'un certain équilibre, de la synthèse, parce que même si il y a un certain nombre il y a 1,1 million signes, finalement, c'est à la fois beaucoup et peu. Donc voilà, mais les choses qu'on aurait aimé développer plus, et pour des raisons d'équilibre, on l'a pas fait. Il y a des choses on est sorti un peu, enfin moi par exemple, je suis sortie de ma zone de confort. Voilà, m'intéresser à la manière dont le conflit a été financé, par l'impôt, voilà, ou d'autres questions monétaires, des questions sur lesquelles je suis beaucoup plus fragile. Donc voilà, mais qui semblait essentiel du fait qu'il s'agisse d'une synthèse globale et pour essayer d'englober le plus de problématiques possibles. Du coup, quelque chose qu'on a beaucoup apprécié dans votre livre, c'est qu'un peu de la même manière que l'ouvrage Les mythes de la Seconde Guerre mondiale de Vieverka, vous déconstruisez des mythes qui sont encore prégnants parfois chez le grand public, du style le tournant de la guerre que serait Midway, Torch, Stalingrad. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Sur les mythes en général, en fait, de façon ponctuelle, il y a plein d'idées reçues que vous déconstruisez. Ouais, c'était bon, voilà, on est sur des moments qui sont très importants dans notre imaginaire de la guerre, dans nos imaginaires sociaux. Donc, on essayait effectivement de revenir de revenir au plus près de la réalité historique, tout en proposant un récit général à insérer un petit peu de complexité, de déconstruire les idées reçues qui sont très très nombreuses sur ces périodes. Donc ouais, c'était tout pour cette question, voilà, Midway, voilà, montrer c'est quelque chose qui est très important en histoire militaire. Il y a souvent, on cherche le moment de bascule, expliquer ce moment, etc. Alors que il y a une pluralité de causes pour saisir, et c'est souvent a posteriori qu'on saisit ces basculements, et c'est important pour un récit narratif d'avoir ces basculements. On a besoin de plans. D'ailleurs, voilà, j'ai dû, pour réinsérer la chronologie divisée, et je me suis basée sur ces basculements, me montrer que c'était bien plus complexe. Mais voilà, il y a les instruments narratifs, et puis finalement une multiplicité d'aspects qui font l'événement a posteriori. Et après, sur ces questions-là, c'est une question, je pense, de recherche, mais c'est aussi une question de pédagogie. C'est-à-dire, Julie et moi, on est enseignants, c'est-à-dire que 99% de notre temps est consacré à enseigner et 1% à faire de la recherche. Et donc je plaisante, mais c'est un peu l'idée. Mais ça nous donne une force qui est que quand on est en cours avec les étudiants, que ce soit les L1, les L2, les L3, peu importe, quand on est en conférence grand public, on est en prise en fait avec les questionnements des gens. Je parle pour ce que je connais, 14-18 et autres. Si vous êtes sur 14-18, c'est évident que les gens vont vouloir savoir pourquoi François Ferdinand se fait des caniers, pourquoi Sophie Chotek, pourquoi ceci. C'est évident que quand vous êtes en prise avec l'historiographie, en fait, vous allez savoir quels vont être les points nodaux dans un grand récit qui vont faire problème. Je donne un exemple parmi d'autres. Il y a quelques années, le livre de Alan Kramer et John Horn sur les atrocités allemandes de août 1914 avait été un livre qui a été beaucoup reçu, qui a posé la question des 6500 civils qui ont été tués par les Allemands. Mais en suivant le débat autour du livre, on voyait que, par exemple, les gens n'avaient pas forcément bien compris s'il y avait eu des ordres pour tuer des Belges et des Lorrains, pour le dire très simplement, ou si c'était sur le terrain. Typiquement, vous écrivez le livre, vous savez que vous n'allez peut-être pas faire le grand récit sur Foch, sur Joffre, sur Clémenceau, mais que ce point-là, comme il traîne dans l'historiographie, et qu'en plus, vous l'avez expérimenté en conférence ou avec vos étudiants, il pose question, et bien là, il faut y aller, c'est pas tellement des mythes, c'est de savoir sur quel fait vous allez vous appuyer et qu'est-ce qui traîne dans le grand public. Et ça, effectivement, ça s'invente pas. Faut vraiment faire de l'histoire publique.
faut être enseignant déjà pour savoir ce que les questionnements que se posent les étudiants, etc. Et puis discuter. Donc il y a des points qui sont qu'on ne peut pas ne pas traiter. Ça c'est clair. Pour Julie, du côté, moi c'est vraiment pour ça aussi, c'est les 40, le mythe de 40, je suis complètement incompétent, donc j'aurais été incapable d'écrire ce qu'a écrit Julie. Et sur d'autres choses, il y a des points de passage comme ça. Typiquement, post-centenaire, il y a eu énormément de choses sur Versailles, sur le traité de Versailles. Il y a une sorte de révision sur, en fait, ce traité n'était pas si mal. Il y a eu le bouquin comment dire, il y a eu les travaux de Vincent Lagnol, il y a eu le bouquin de Georges-Henri Soutou. Bon, bah là, on sait qu'il faut aller vers ça, qu'il faut, c'est pas un mythe, c'est juste de dire, il y a une révision historiographique, il faut qu'on en prenne compte. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est important d'être en prise avec le public. Sinon, en fait, on fait un livre qui a 10 ans de retard ou qui est plus en prise avec les questionnements des gens, quoi. D'ailleurs, dans cette rencontre avec le public, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'à certains moments de l'ouvrage, par exemple, vous évoquiez certains jeux vidéo assez récents, et que je pense en plus construire la culture des étudiants aujourd'hui, aussi dans les questions au cours de TD ou cours magistraux. Et que la manière dont ces jeux, même s'ils sont récents, reprennent parfois des constructions assez anciennes dans l'imaginaire populaire. Alors, ça, je vais pas me lancer, mais c'est vrai que parce que j'ai vraiment eu la main légère, j'aurais pu vraiment en mettre beaucoup plus sur Soldats Inconnus, Call of Duty, Battlefield, parce que c'est un truc sur lequel on bosse pas mal à Bordeaux-Montaigne. Il y a des rendez-vous en fait d'analyse de jeux vidéo en live qui s'appelle Montaigne in Game, peu importe. Là ce que vous dites est très intéressant. Si on cherche à non pas seulement à faire de l'histoire populaire en analysant ces jeux qui sont vendus à des milliers d'exemplaires, faut pas se leurrer, c'est comment on fait de la recherche là-dessus. Alors il y a deux manières, vous pouvez regarder Battlefield 1 qui se passe en 14-18 et vous rendre compte que les contraintes du gameplay, c'est-à-dire de la jouabilité, imposent des corps à corps, alors qu'on sait très bien que ces corps à corps sont extrêmement minoritaires dans la mort donnée et la mort reçue en 14-18. Donc ça c'est intéressant, on voit comment il y a une interaction entre un produit culturel récent et la réalité des tranchées. Mais là où on peut aller plus loin, et vous venez de le dire, c'est que souvent les jeux vidéo s'abreuvent au cinéma, qui s'abreuve lui-même parfois, rarement, à l'expertise historique. Donc en général, les jeux vidéo ont 20 à 30 ans de retard historiographiquement. Je donne un exemple. Encore aujourd'hui, dans les jeux vidéo où il y a des nazis et il y a la Seconde Guerre mondiale, on est encore dans le mythe de la Wehrmacht propre. C'est-à-dire que les SS sont méchants, c'est mis en place par tout un tas d'artifices, les voix, les uniformes, etc. Mais la Wehrmacht est souvent représentée comme en dehors des crimes de guerre. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc, on aurait pu en parler longtemps, mais moi, mon but, encore une fois, quand j'ai parlé de ces jeux vidéo-là, c'était plus de souligner qu'on espère, on croise les doigts, un certain nombre d'électeurs et d'électrices, parce qu'il y a aussi un nombre de jeunes filles et de femmes qui jouent aux jeux vidéo, même s'il y a beaucoup de sexisme et malheureusement beaucoup de harcèlement dans le monde du jeu vidéo en ligne. Mais l'idée, c'était que un étudiant ou une étudiante qui lit le bouquin se dit « Ah mais oui, c'est vrai, Call of Duty, j'ai jamais pensé. » Un truc tout bête, Medal of Honor, ça a été scénarisé par Spielberg qui sortait du Soldat Ryan. Donc c'est des choses voilà. Et ça, bon, c'était une manière, c'était pas pour le coup, c'était pas du saupoudrage, c'était pas pour dire regardez, on est moderne, on va vous parler de TikTok et de je sais pas quoi. C'était vraiment de considérer ces outils-là qui sont dominants dans les pratiques culturelles des étudiants comme des objets légitimes de recherche. D'accord. Et alors maintenant j'ai une question, c'est autour du chapitre 6, donc sur l'entre-deux-guerres, qui conclut à la fois de la première partie et fait le lien avec la seconde. Je me pose la question de son élaboration. Quel choix avez-vous dû faire? Parce que c'est quand même une période qui aurait presque pu faire une partie à part entière, mais en même temps votre propos se centre sur les guerres mondiales. Du coup, quel choix, Et surtout si vous vous êtes séparés, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Alors, je réponds et ensuite je laisse évidemment la parole à Julie. Pour le coup, là, on a écrit le chapitre à deux, où voilà, des sujets où je suis complètement incompétent, sur le contexte français, sur la marche à la guerre, c'était évident que c'était Julie qui allait les écrire. Là, il faut revenir au projet éditorial. L'entre-deux-guerres n'était même pas censé être présent. C'est-à-dire qu'on était vraiment censé au départ être sur un livre Première et Seconde Guerre. Mais évidemment, c'était frustrant parce que ça a empêché de poser non seulement la causalité, alors qui pour le chemin qui mène de la première à la seconde est évidente, il n'y a pas trop de problème de ce point de vue-là, mais ça a empêché de poser la question aussi des formes de violence.
c'est-à-dire qu'est-ce qui est légué. Et donc on a coupé la poire, on a négocié en fait avec Armand Collin et on a dit ok, ça peut pas être dans le livre par exemple de Nicolas Beaupré, Les Grandes Guerres, l'entre-deux-guerres occupe autant de place que les guerres. Et dans les synthèses qu'on a déjà citées, Kershaw, Traverso, etc., c'est le cas. Nous, c'est pas le cas. L'entre-deux-guerres est réduit à un chapitre, et du coup, il prend une forme encore plus synthétique, c'est-à-dire vraiment ce que vous devez savoir pour aller d'une guerre à l'autre, en étant peut-être plus problématisé. Donc voilà, c'était un peu un pis-aller parce qu'on ne pouvait pas. Et pour être honnête avec vous, moi, j'aurais été capable d'écrire ce chapitre-là, d'écrire 10 chapitres sur l'Allemagne, puisque c'est ma spécialité. J'aurais pu faire un entre-deux-guerres allemand, mais j'aurais été complètement incapable de le faire sur d'autres pays. Donc on a réduit à une espèce de chapitre problématisé qui aide à faire passer la lectrice ou le lecteur d'une guerre à l'autre. C'est sûrement insuffisant, parce qu'il aurait fallu poser plein d'autres problématiques, notamment en histoire militaire, où là on a été un peu plus léger, surtout moi, sur le transfert d'une guerre à l'autre. Mais voilà, c'était plutôt une forme d'essai. Donc, et Julie a participé voilà, sur les années 30 et on a écrit à deux sur tout ça. Quoi. Effectivement, là, Nicolas a écrit la majeure partie, mais c'est un chapitre qui est plus analytique, plus politique, voilà, qui est vraiment peut-être réduire à l'essentiel sur ce qui paraissait absolument incontournable, mais c'est celui effectivement où il va manquer certainement plus de choses, mais on est plus dans une analyse politique, une analyse sociale ou une analyse économique de cette entre-deux-guerres et des causalités. Et c'est certainement aussi là un chapitre qui est plus centré sur l'Europe. Du fait de la difficulté, je pense, voilà, quand c'est heurté à la difficulté, il fallait proposer un angle d'accroche pour vraiment poser les questions principales et de donner un peu de sens. Mais voilà. Merci. C'est aussi un chapitre où vous interrogez toujours le lien entre guillemets entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Vous parlez de Seconde Guerre de 30 ans que vous discutez. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? C'est une expression ancienne, là encore De Gaulle évoque l'expression, ça a été repris, c'est ce lien entre les deux guerres qui est utilisé dès l'époque, donc il y a déjà une question de chronologie, effectivement, entre 14 et 45, on compte effectivement 30 années. Ça permet en englobant dans une même séquence chronologique, de poser les questions de la causalité, de poser la question des responsabilités, des défauts du règlement de la Première Guerre mondiale sur le déclenchement de la Deuxième, et donc de chercher d'autres responsabilités. Voilà, donc c'est Seconde Guerre, évidemment, puisque il y a une première guerre de 30 ans, mais c'est interroger le sens de cette séquence chronologique. Voilà, mais pour revenir aux questions sur le titre, on n'a pas choisi de reprendre une guerre de 30 ans comme titre général, pour montrer que c'est pas notre clé d'analyse principale. Voilà. C'est pratique l'expression Seconde Guerre de 30 ans, mais ça masque d'autres types de réflexions sur ces deux conflits. D'ailleurs, ce que vous montrez, c'est qu'à la fois, en fait, il y a des similitudes entre les conflits qui peuvent la confusion, mais c'est quand même deux conflits à part entière. Il y a des grosses différences, des enjeux qui se jouent. Et par exemple, je trouve ça très intéressant sur la place des civils dans les conflits, cette évolution entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ça me fait penser, parce que vous évoquiez l'actualité, est-ce que votre livre pourrait-il être considéré comme un outil pour que justement un public peut-être moins averti, non averti, puisse avoir quelques bases pour comprendre certains faits d'actualité. On pense par exemple à ce qui se passe en Ukraine. Je pense que d'ailleurs vous l'évoquez dans l'introduction de votre ouvrage. Dans la conclusion. Vaste question. Alors là, sur ce que la première remarque que vous avez faite, c'est sûr qu'il y avait un enjeu de comparer les deux conflits et donc du travail qu'on allait fournir en commun avec Julie.
en sachant que justement dans les années 2005, il y avait eu alors 2 volumes dirigés par Anne Duménil, Christian Ingrao et Nicolas Beaupré qui s'appelait L'ère de la guerre. Il y avait eu un livre dirigé dans mon souvenir par Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker qui s'appelait La violence de guerre. Et donc il y avait eu, c'était des livres très intéressants parce qu'ils tiraient des conclusions en fait sur ce qui était comparable, ce qui l'était pas. Là, on évacue la question de la causalité. On a tous compris que oui, il y a un caporal autrichien qui est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933 et que la Seconde Guerre, c'est lié à lui. Ça, on est au courant. Mais sur les formes de la guerre. Donc, il y avait des réflexions très intéressantes à l'époque. Daniel Woldmal sur les bombardements. Et donc, 39-45 regardait 14-18 et 14-18 regardait 39-45. Avec des gens qui circulaient entre les deux. Ça posait beaucoup de questions. Cette question des bombardements, par exemple, qui sont énormes dans la Seconde Guerre, amené à relire les premiers bombardements de 14-18 pour se poser la question de la généalogie. Donc c'était hyper intéressant. Mais ça a pu donner lieu parfois à des effets d'écrasement où en fait on avait l'impression, et de concurrence évidemment, puisque c'est pas toujours les mêmes historiens ou les mêmes historiennes, donc 14-18 voulait prouver qu'elle était plus totale et plus globale, que tout était en germe, etc. Et donc c'est une question qui, à mon avis, on n'a pas réussi à trancher. On a apporté un petit élément, notamment dans la conclusion, en comparant nos deux écritures. C'est peut-être une question qui viendra, mais l'extrême importance des violences sexuelles et sexuées dans la Seconde Guerre, alors que dans 14-18, on ne sait pas si c'est un problème de la recherche ou un problème des réalités, mais elles ont l'air moins importantes. Donc tout ça s'est posé. Alors pour répondre à la question sur l'Ukraine, il y a eu beaucoup de bouquins ces dernières années qui ont été des bouquins très importants. Il y a eu les 3 tomes dirigés par André Louez sur l'histoire de la guerre. Il y a eu le livre dirigé par Bruno Cabane sur l'histoire de la guerre au 19e et 20e, qui fait un point hyper intéressant sur les formes de la guerre contemporaine. Et là, je ne vais pas parler longtemps parce que c'est vraiment Julie, la spécialiste de l'histoire militaire. Moi, je suis historien du politique et historien du social. J'y connais très peu. Mais mon sentiment, c'est que par rapport à aujourd'hui, non, on n'est pas le livre à lire pour comprendre la guerre en Ukraine. Il y a des livres bien meilleurs et il y a des spécialistes du contexte russe, du contexte soviétique, Nicolas Vert, Alexandre Volouf, Masha Serovitch. Il y a des gens qui peuvent dire beaucoup mieux que nous, Thomas Chopard sur Kiev en 1919, sur le contexte concret. En revanche, on a le privilège de la synthèse. Si on regarde 14-45 comme une séquence et qu'on le compare avec l'amont et l'aval, ce qui nous permet de faire ressortir les contrastes. On constate quoi? On constate que la guerre industrielle a muté en guerre technique et guerre technologique, c'est-à-dire ce qui a causé ce déluge de morts à partir de l'invention de la bombe atomique a fini par causer l'absence la diminution drastique du nombre de morts. Et là, c'est dur à dire. Mais oui, depuis 1945, les conflits font beaucoup moins de morts qu'avant. Le front de l'Est, en 39-45, côté russe, c'est 5000 morts par jour. Vous imaginez? Donc les guerres qui suivent, même la guerre du Vietnam, c'est des conflits qui sont beaucoup moins meurtriers parce qu'il y a la dissuasion nucléaire. Parce que ce qui a créé les morts de la guerre industrielle de 14-18 est devenu la guerre technique et les frappes chirurgicales des guerres d'après. Par contre, donc ça a muté. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est la guerre de masse. Ça, c'est indéniable. Oui, on peut discuter sur la guerre de sécession. Oui, on peut discuter sur la guerre russo-japonaise, sur l'engagement des troupes napoléoniennes, etc. Mais la réalité, c'est ce qui singularise 14-45, c'est des guerres où 20% de la population, voire plus, parfois 44% de la population en âge de se battre, a été dans les tranchées. Et ça change tout par rapport à la guerre en Ukraine. Donc si vous voulez, on n'est pas là pour faire des leçons, loin de là. On voit bien que le côté guerre technique, guerre technologique, il est toujours là. La centrale nucléaire du cœur de l'Ukraine, les drones. On voit toutes ces réflexions qu'il y a pu avoir sur la virtualisation de la guerre, sur l'ère post-héroïque aussi, où en fait il y a un trait qui se tire depuis les tranchées de 14 où on est tué de loin sans voir, et aujourd'hui les drones sont utilisés. En revanche, la guerre de masse, elle a disparu, et on voit bien la difficulté actuelle de Vladimir Poutine à mobiliser la population pour arriver à dépasser le côté de guerre professionnelle. Mais là, il y a des gens beaucoup mieux qualifiés que nous pour dire des choses intelligentes sur ce sujet. Alors Julie, évidemment, je pense que tu vas rajouter des choses sur oui, non, ce sont des discussions qu'on a pu avoir en séminaire avec les étudiants l'année dernière, en plein moment, voilà, discuter de la guerre et poser des questions. Et on a toujours envie de dire, on n'a pas de boule de cristal en tant qu'historien. Après, c'est vrai qu'il y a des choses précisément sur la mobilisation on a des clés pour comprendre sur tout ce qui est les distinctions entre armées régulières, combattants irréguliers,
là où on peut apporter quelques clés de réflexion, c'est pour analyser la manière dont notamment la Russie ou l'Ukraine utilisent la mémoire de la Seconde Guerre mondiale comme instrument de mobilisation de leur population respective. Et un autre point que j'ajouterais, en revanche, la guerre menée par la Russie en Ukraine invite à voir peut-être sous un autre regard ce qui est présenté souvent comme la marche à la guerre à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, l'apaisement dans les sociétés européennes à la fin des années 30, finalement, parce qu'on a peut être un petit peu moins sévère parfois avec Daladier et Chamberlain. Parce qu'on imagine. Oui, ils ont voulu éviter le plus longtemps possible un conflit qu'ils redoutaient comme total, et ils se sont pas complètement trompés. Donc oui. Moi, j'ajouterais une chose. Ce que dit Julie est important à deux niveaux. Du point de vue méthodologique, on demande toujours aux historiennes et aux historiens de tirer les leçons du passé. Alors qu'en réalité, c'est bien plus souvent l'actualité qui nous permet de regarder le passé d'une autre manière. Regardez, je prends un exemple parmi d'autres, après le Brexit, l'élection de Trump et de Bolsonaro, travaillé par l'attention médiatique, il y a eu 15 livres sur la prise du pouvoir par Hitler. On accepte ou non la comparaison. Donc là, il y a vraiment un effet de rejet dans le passé, enfin dans notre lecture du passé. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, moi, j'ai été étonné sur la question de la propagande, sur la question des images de guerre. Ok, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ok, l'instantanéité, Twitter, TikTok, le fait de voir l'arrivée des troupes ukrainiennes ou russes à tel endroit, etc. On peut croire que c'est nouveau, et ça l'est, d'une certaine manière, surtout sur le côté de l'instantanéité et des émotions que ça génère. Mais en fait, moi, ça m'a beaucoup, comme pour Julie, en fait, j'ai beaucoup mieux compris l'entrée en guerre de 14. J'ai beaucoup mieux compris la propagande de guerre, j'ai beaucoup mieux compris les atrocités. En fait, du point de vue émotionnel, ça nous ramène à nos vécus. Moi, les premières images ukrainiennes m'ont rappelé Timisoara, les charniers roumains de 1989, parce que j'avais vu ça à la télé et que je comprenais pas ce que je voyais. J'étais jeune à l'époque. Mais après, ça m'a permis de comprendre des trucs tout bêtes. L'espionnite de 1914, sujet qui est assez peu traité en général. C'est-à-dire le fait qu'au moment où la guerre est déclarée, toutes les minorités dans le monde entier vont être attaquées en tant que minorités. Je donne l'exemple dans le livre du torpillage du Lusitania et des émeutes que ça donne en Afrique du Sud. Ça, j'ai trouvé que la guerre en Ukraine me permettait de beaucoup mieux comprendre cette mobilisation intellectuelle et culturelle des populations. Voilà. Donc le passé nous apprend sur le présent, mais le présent nous apprend beaucoup sur le passé. Hein. C'est ça là, qu'il faut retenir. Et d'ailleurs, sur cette manière dont l'actualité influence la recherche, est-ce que vous sentez une évolution peut-être sur les centres d'intérêt, vous citiez justement les manuels de préparation au concours en 2005, qui accentue peut-être sur certains aspects en particulier, et aujourd'hui une focale qui est peut-être centrée sur d'autres aspects. Julie, tu veux que je réponde sur 14-18 d'abord Bien sûr, ouais. Sur 14-18, la réponse est très facile à trouver, d'autant qu'on sort du centenaire. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, le champ, c'est moins d'ailleurs une question grand public qu'une question de comment l'historiographie, les débats les plus techniques, thématisent les questions. Je vais enfoncer une série considérable de portes ouvertes. Il y a une quinzaine d'années, le champ Grande Guerre en France était extrêmement clivé entre deux interprétations, ce qu'on a pu appeler très rapidement l'école de Péronne, l'école du consentement et l'école de la contrainte. Alors, je vais pas tout résumer, mais en gros, il y avait d'un côté des gens comme Stefano Rousseau, Annette Becker, mais d'autres, qui regardaient la guerre du point de vue de l'adhésion et du consentement des agents à la mobilisation patriotique et guerrière. Et de l'autre côté, l'école de la contrainte, le CRID, autour de chercheurs comme André Louez, Nicolas Offenstadt, Rémi Calzals, qui, eux, thématisaient dans une mémoire plus ancrée en France peut-être, sur la contrainte, le fait que les soldats, les fusillés de la Grande Guerre, les conseils de guerre, le fait que la question centrale de ces années-là, c'était comment les soldats ont tenu. Péronne répondait pas seulement, mais par le consentement, et le CRID par la contrainte. Et pourquoi cette question était centrale ? Parce qu'on était face à une société française qui commençait non seulement à plus avoir fait le service militaire, mais les derniers témoins étaient en train de partir. Donc la compréhension de ce que pouvait être 4 ans et demi de tranchée était en train de s'effacer. C'est pour ça qu'elle redevenait aussi importante. Alors j'ai envie de dire, je l'écris peut-être comme ça parce que je suis un plaisantin,
la guerre de Troie n'a pas eu lieu. Tout le monde pendant le centenaire attendait une conflictualité extrême du point de vue historiographique sur ces questions-là, parce que c'est des questions qui ont été dures dans les années 2010, avec des conflits de personnes, des conflits de voilà, c'était compliqué, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et dans le bilan du centenaire 14-18, bilan scientifique qu'on a tracé avec Arndt Weinrich et une équipe de chercheuses et de chercheurs, on a montré qu'en fait, les choses se tassent avant le centenaire, à l'hiver 2013-2014, et en fait, il y a eu tellement de publications que les chercheurs universitaires et les chercheuses universitaires n'ont pas été capables de canaliser l'ensemble des questionnements. Et donc, je ne vais pas vous refaire 5 ans de centenaire, mais en gros, les questionnements ont évolué vers plus d'internationalisation, une histoire sociale et culturelle beaucoup plus diversifiée, qui en fait n'est plus canalisée par un seul questionnement central. Et on a un éparpillement des questionnements, on a une chronologie qui explose, pas en 14, 14 est resté solide. Par contre, 18 a explosé, ça avait déjà commencé avec les travaux sur les sorties de guerre, sur Bruno Cabane et compagnie. Maintenant, la guerre va vers 23 en fait, vers la fin des conflits en Grèce et en Turquie, vers les dernières émotions révolutionnaires en 23. Et donc tout ça en fait a fait que voilà, le grand conflit historiographique n'a pas eu lieu. Et donc on est dans une vision aujourd'hui de 14-18 beaucoup plus large, beaucoup plus diverse, beaucoup plus ouverte à l'international que les grands questionnements qui animaient la recherche, voilà, les grands conflits de tranchées comme on disait en 2005. Donc voilà, on peut pas répondre à tout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la vraie question, j'ai envie de dire, parce que vous êtes doctorant, c'est beaucoup plus la question de l'après. Post-centenaire, est-ce qu'il reste de la place pour les doctorants qui travaillent sur 14-18 ? Et donc, il y a un réseau qui s'est monté de jeunes doctorants hyper dynamiques qui s'appelle Une plus grande guerre. Ils ont incarné l'hypothèse, qui ont essayé de dire, bon ben voilà, suite à toutes les questions qui ont été soulevées dans le centenaire, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de nouveau ? Et il y a eu des très belles soutenances. Alors, je pense à Aude-Marie Lalanne-Berdoutic, qui a travaillé sur la gestion des si vous voulez, par les médecins de le mot m'échappe, mais est-ce qu'on a déclaré Diensttauglich, c'est en allemand que ça sort, apte à la guerre. Et donc voilà, il y a déjà des très belles thèses qui continuent. Donc 14-18 est tellement important qu'il y aura des recherches qui vont continuer. Mais c'est vrai que le moment du centenaire a été une explosion des thématiques, un éparpillement et une très grande diversité qui était très très intéressante. Sur la Seconde Guerre mondiale, il y a une profusion de recherches et puis beaucoup des ancrages historiographiques nationaux qui bougent. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur le récit national, qui va se traduire dans différentes historiographies. Dans le cas britannique, qui m'intéresse particulièrement, c'est vrai qu'avec la question autour du Brexit, ça a apporté des réflexions, donc ce récit héroïque de la Grande-Bretagne la Seconde Guerre mondiale, qui est un récit qui reste difficile à écorner, mais les chercheurs, je pense à Auvry par exemple, ont quand même permis de repenser en tout cas ce qui était ce qui a pas, et ce qui d'ailleurs fait l'objet d'un marketing sur cette cohésion de la société britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du côté français, ce récit national, on a vu avec beaucoup de recherches qui sont centrées sur la résistance et des réflexions qui perdurent sur qu'est-ce que l'on comprend, qu'est-ce qu'on analyse sur ce qu'est la résistance et sur ses différentes modalités. Je pense au récit, à l'ouvrage, l'apparition récente de Claire Andrieux, qui a une approche plus extensive des modalités de résistance. D'autres chercheurs et chercheuses qui ont posé la question de l'efficacité militaire, efficacité politique de la geste résistance. Ce que l'on voit sur également, c'est des nouvelles, l'influence croissante de questions, des analyses en termes de genre, des analyses en termes, pour le dire rapidement, de race, en tout cas d'identité ethnique qui renouvellent la manière dont on va saisir la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et peut-être le dernier point, mais c'est pour montrer, ça revient au récit national, l'histoire politique devient
a toujours une place à part, mais voilà, des renouveaux en termes d'histoire sociale de la guerre. Mais il y a toujours la Seconde Guerre mondiale fascine, et il y a un flux de publications en histoire militaire, histoire voilà, de récits classiques qui ne s'interrompt pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien sur un ouvrage qu'on conseille vraiment de lire. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à le parcourir la semaine dernière. Vraiment, merci. Et moi, cette semaine, du coup, on a accéléré un peu, mais j'étais très contente. J'ai appris plein de choses sur l'or hors Europe, donc c'était très chouette. Donc, merci à vous deux, aux jeunes docteurs, pour cette interview. Et puis, bon courage pour vos recherches. Voilà, merci pour votre curiosité, pour réflexion pertinente, et puis le dynamisme que vous donnez à ces gens de recherche. Merci. Merci beaucoup.